Je m'appelle Émilie et à 32 ans, je pensais savoir ce que signifiait ne pas être la bienvenue. Pendant 7 ans, ma belle-mère, Monique, m'a fait comprendre par chaque regard froid et chaque commentaire chuchoté que je ne serais jamais assez bien pour son fils. Mais rien ne m'avait préparé au moment où ma fille de 7 ans, Léa, a tendu à sa grand-mère une décoration de Noël faite à la main. Et les mots qui sont sortis de la bouche de cette femme ont brisé notre famille à jamais. Ce qui a commencé par une insulte silencieuse murmurée à une enfant est devenu une guerre qui a exposé des secrets, des mensonges et une obsession plus sombre que je n'aurais jamais imaginée. J'ai regardé les petits doigts de Léa presser soigneusement de minuscules perles de verre sur l'ornement en feutre rouge. Le bout de sa langue dépassait sous l'effet de la concentration, comme toujours lorsqu'elle était focalisée sur quelque chose d'important. Chaque perle était placée avec le genre de soin que seule une enfant de 7 ans pouvait rassembler lorsqu'elle fabriquait quelque chose pour quelqu'un qu'elle aimait. « C'est assez de paillettes, maman ?» a-t-elle demandé en levant l'ornement qui scintillait sous la lumière de notre cuisine. « C'est parfait, ma chérie, » ai-je dit, forçant l'enjouement dans ma voix, même si ce nœud familier se serrait dans mon estomac. La perfection n'avait pas d'importance pour Monique. Rien de ce que je faisais, rien de ce que Léa faisait ne serait jamais assez parfait pour ma belle-mère. Léa a rayonné et est retournée à son travail, ajoutant une autre ligne de colle avec précaution. « Mamie va l'adorer. Le rouge est sa couleur préférée, non? C'est ce que papa a dit. » J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. La couleur préférée de Monique changeait selon la personne qu'elle voulait impressionner cette semaine-là. Le Noël dernier, c'était l'or. L'année d'avant, l'argent. Mais Julienne avait dit à Léa que c'était le rouge. Alors, ce serait le rouge. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Julienne m'a surprise en train de fixer l'ornement emballé sur notre comptoir. Il a tendu la main à travers la table et a serré la mienne, son alliance froide contre ma peau. Maman a promis qu'elle se tiendrait bien cette année, a-t-il dit doucement, lisant dans mes pensées comme il le faisait toujours. Je voulais le croire. Vraiment. Mes 7 ans de mariage m'avaient appris que les promesses de Monique étaient aussi fiables qu'une théière en chocolat. 7 ans de commentaires passifs-agressifs sur ma cuisine, mes vêtements, mon éducation. 7 ans de regards froids à travers les tables de fête et de références pointues à Sophie, la femme parfaite que Julien aurait dû épouser à ma place. Je sais, ai-je menti en serrant sa main en retour. Léa a levé les yeux de son bol de céréales, du lait goûtant de sa cuillère. « Tu crois que mamie aimera mon ornement? Je l'ai fait de sa couleur préférée. »« Elle va l'adorer, princesse, » a dit Julien avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais eu à douter de sa place dans le cœur de sa mère. Mon téléphone a vibré sur la table. Un SMS de Claire, la sœur de Julien. « Attention, maman est d'une humeur massacrante aujourd'hui. Préparez-vous. » Mon cœur a coulé comme une pierre. Les humeurs de Monique étaient légendaires et elles explosaient presque toujours dans ma direction. J'ai tapé un remerciement rapide et glissé mon téléphone dans ma poche, essayant de garder un visage neutre pour le bien de Léa. Le trajet jusqu'à la maison de Monique a semblé trop court. Sa grande maison bourgeoise se trouvait au bout d'une rue bordée d'arbres, chaque fenêtre brillant d'une lumière chaude, la pelouse avant décorée d'un étalage élaboré de rennes illuminées. Cela ressemblait à une carte de vœux. Comme toujours, Monique avait le don de rendre tout parfait en surface. « Regarde toutes les lumières !» Léa a pressé son visage contre la vitre de la voiture, son souffle embuant le verre. Julien s'est garé dans l'allée circulaire derrière le SUV de son oncle. Je pouvais entendre de la musique venant de l'intérieur, quelque chose de classique et festif. À travers les fenêtres avant, je pouvais voir les silhouettes des membres de la famille déjà rassemblés, verres à la main, riant. J'ai attrapé l'ornement sur le siège arrière et pris une profonde inspiration. L'air froid de décembre me piquait les joues alors que nous marchions vers la porte d'entrée. Léa sautillant devant dans sa robe en velours rouge. Monique a ouvert la porte avant que nous puissions frapper, comme si elle nous guettait. Elle était éblouissante comme toujours. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés, portant un élégant pull crème qui coûtait probablement plus que mon budget course mensuel. « Julien !» Son visage s'est illuminé comme un lever de soleil alors qu'elle serrait mon mari dans une étreinte serrée. « Tu es si beau, entrez, entrez, tout le monde attend. » Elle l'a lâché et s'est tournée vers Léa, son sourire refroidissant de plusieurs degrés.
Bonjour, Léa. Ne touche à rien de fragile, s'il te plaît. Je viens de faire nettoyer la maison. Pas de câlin, pas de chaleur, juste cette reconnaissance raide et pincée que ma fille existait. Je n'ai même pas eu droit à ça. Les yeux de Monique ont glissé sur moi comme si j'étais du papier peint, se tournant déjà pour guider Julien à l'intérieur. La maison sentait la cannelle et le sapin. Un arbre immense dominait le salon, décoré avec ce qui devait être des milliers d'euros d'ornements, chacun placé avec une précision mathématique. La cheminée crépitait joyeusement. Une musique de Noël jouait depuis des haut-parleurs cachés. C'était une scène de magazine, et je me suis sentie immédiatement déplacée dans ma simple robe verte. J'ai suivi Julien et Léa à l'intérieur, essayant de secouer ce frisson qui n'avait rien à voir avec le temps dehors. Les membres de la famille étaient regroupés par petits groupes au rez-de-chaussée. L'oncle de Julien a fait un signe de la main depuis la cuisine. Sa cousine Camille a hoché la tête poliment depuis le canapé. Claire a croisé mon regard et m'a fait un petit sourire compatissant qui confirmait que son SMS d'avertissement était sérieux. Je me dirigeais vers Claire quand je l'ai entendue. La voix de Monique, pas tout à fait un murmure, mais assez basse pour qu'elle pense que je n'entendrais pas. Parlant à sa sœur près de la salle à manger, une vraie femme lui aurait donné un fils à l'heure qu'il est. Elle a jeté un coup d'œil appuyé à travers la pièce vers Léa, qui montrait à son petit cousin Lucas les fournitures de bricolage qu'elle avait apportées. Mes pieds se sont arrêtés. Ma poitrine s'est serrée. J'avais entendu des variations de cela auparavant. Toujours en passant, toujours juste assez fort pour blesser, mais assez bas pour que la confrontée me fasse passer pour une paranoïaque. Julien est apparu à mon coude, 2 verres de vin dans les mains. Il m'en a offert un, les sourcils froncés. « Ça va? »« Bien », ai-je dit automatiquement en prenant le verre. Le vin avait un goût de vinaigre dans ma bouche. Il a étudié mon visage. « Émilie, ta mère était juste en train de dire à ta tante ses préférences en matière de petits-enfants, ai-je dit doucement, essayant de ne pas laisser paraître ma colère. La mâchoire de Julien s'est serrée. Il a regardé vers sa mère, puis vers moi. Je vais lui parler. Non, j'ai touché son bras. Ça ne fera que empirer les choses. Et Léa n'a pas besoin de nous voir nous disputer avec sa grand-mère. Il avait l'air de vouloir protester, mais nous savions tous les deux que j'avais raison. Toute confrontation résulterait en Monique jouant la victime, faisant culpabiliser Julien de m'avoir défendu et transformant le tout en preuve que je l'empoisonnais contre sa propre mère. Je me suis éloignée vers la cuisine, ayant besoin d'espace pour respirer. Au cours de l'heure suivante, j'ai regardé Monique diriger la pièce comme un chef d'orchestre, orchestrant les conversations et contrôlant l'ambiance. Elle a félicité la cousine de Julien pour sa nouvelle promotion. Elle a complimenté la robe de Camille. Elle a interrogé Lucas sur ses matchs de football avec un intérêt sincère et elle m'a observé avec ses yeux bleus froids, traquant chacun de mes mouvements comme un chat guettant une souris. Dans un coin calme, je l'ai entendu parler à Claire, sa voix dégoulinant de dédain. Cet enfant ne ressemble en rien à Julien. J'ai toujours mes doutes. La réponse de Claire était trop basse pour que je l'entende, mais l'expression sur son visage était peinée. J'ai serré mon verre de vin plus fort, mes jointures blanchissant. Quand Monique a annoncé que le dîner était prêt, elle a assigné les tâches comme un général déployant ses troupes. On a demandé à la cousine de Julien d'apporter le pain. On a confié à Camille la précieuse saucière. Claire a eu l'honneur d'arranger la salade. On m'a dit de remplir les verres d'eau, des pots, de déplacer les lourds plats de service de la cuisine à la salle à manger et d'aller chercher des chaises supplémentaires dans le garage. Mon dos commençait à me faire mal à force de monter et descendre les escaliers du sous-sol. Mes pieds me faisaient mal dans mes talons, mais j'ai continué à sourire, j'ai gardé ma bouche fermée parce que faire une scène ne ferait que prouver le récit que Monique avait déjà construit sur moi. Finalement, tout le monde s'était réuni autour de la table de la salle à manger. Le festin était magnifique, comme toujours. Dinde rôtie, farce maison, légumes glacés à la perfection. La table de Monique ressemblait à quelque chose sorti d'une émission culinaire. Je me suis glissée à ma place à côté de Julien, Léa de mon autre côté. Le petit ornement reposait sur les genoux de Léa, soigneusement emballé dans du papier de soie. Elle avait attendu toute la soirée le bon moment pour le présenter. La conversation coulait autour de moi. Des rires, des histoires. Le rythme confortable d'une famille qui se connaissait depuis toujours. J'ai souri quand c'était approprié, hoché la tête,
contribuer quand on s'adressait directement à moi. Mais tout le temps, je sentais les yeux de Monique sur moi. Observant, jugeant, attendant, la tempête arrivait. Je pouvais le sentir dans mes os. On débarrassait le dessert quand Léa a finalement rassemblé son courage. Elle avait serré cet ornement emballé tout au long du repas, ses petits doigts laissant des plis dans le papier de soie. Je l'avais vue répéter ce qu'elle dirait, ses lèvres bougeant silencieusement. Elle a glissé de sa chaise et a contourné la table vers l'endroit où Monique était assise en bout de table, l'air royal dans sa chaise à haut dossier. Les pas de ma fille étaient petits, prudents, la façon dont les enfants bougent quand ils sont nerveux mais déterminés. « Mamie !» La voix de Léa était douce et pleine d'espoir. Monique l'a regardée de haut, les sourcils levés. La conversation autour de la table s'est légèrement calmée. Léa a tendu l'ornement, le papier de soie crissant. « J'ai fait ça pour toi. Papa a dit que le rouge est ta couleur préférée, alors j'ai utilisé de la feutrine rouge et ses jolies perles. Et j'ai mis des paillettes en plus parce que je sais que tu aimes les choses qui brillent. » Pendant un battement de cœur, j'ai pensé que peut-être ça irait, peut-être que Monique sourirait, peut-être qu'elle remercierait Léa et l'accrocherait à son arbre parfait. Peut-être que pour une fois, elle verrait l'amour et l'effort qu'une enfant de 7 ans avait versé dans un cadeau fait main. Puis le visage de Monique s'est tordu. Elle a pris l'ornement, l'a déballé avec 2 doigts comme s'il pouvait la contaminer, et l'a tenu à la lumière. Sa lèvre s'est retroussée. « Ça ?» Sa voix a coupé la conversation restante comme un couteau. « Tu t'attends à ce que j'accroche ça à mon arbre ?» Chaque fourchette dans la pièce a cessé de bouger. Chaque conversation est morte au milieu d'une phrase. Le sourire de Léa a vacillé. « Je l'ai faite moi-même, j'ai travaillé vraiment dur. » J'ai commencé à me lever, mais avant que je puisse bouger, avant que je puisse m'interposer, Monique s'est penchée près du visage de Léa. Ce qu'elle a dit ensuite, elle l'a dit doucement, assez doucement pour que seuls les plus proches puissent entendre. Assez doucement pour qu'elle puisse le nier plus tard, mais assez fort pour que chaque mot frappe ma fille comme une gifle. Les enfants comme toi n'ont pas leur place dans cette famille. La voix de Monique était venimeuse, intime, cruelle. Les enfants sales ne devraient pas s'accrocher au nom de mon fils. Le monde s'est arrêté. Léa s'est figée, tout son corps se raidissant. J'ai regardé avec horreur la confusion envahir son visage, puis la blessure, puis une dévastation si complète qu'elle m'a fait physiquement mal au cœur. L'ornement a glissé de ses doigts tremblants et a frappé le parquet avec un bruit sourd. « Monique !» J'étais debout avant de réaliser que j'avais bougé, ma chaise raclant bruyamment le sol. Mais Monique n'avait pas fini. Elle a repoussé l'ornement vers Léa avec son pied comme si c'était une ordure. « Dis à ta mère d'arrêter de faire semblant qu'elle est la bienvenue ici. » Les yeux de Léa se sont remplis de larmes. Sa lèvre inférieure tremblait. Elle m'a regardée avec une question dans les yeux qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à poser. Pourquoi elle ne m'aime pas? Ça suffit! Ma voix a craqué, tremblant de rage et de douleur. Léa a chuchoté quelque chose de si doux que je l'ai à peine entendu par-dessus le bourdonnement dans mes oreilles. Papa a dit que tu serais gentille aujourd'hui. Le silence qui a suivi était assourdissant. La chaise de Julien a heurté le sol alors qu'il se levait. « Maman, qu'est-ce que tu viens de lui dire? » La transformation de Monique a été instantanée et digne d'un Oscar. Sa main a volé à sa poitrine. Ses yeux se sont écarquillés de choc. Sa voix a pris une qualité blessée et tremblante. « Julien, comment peux-tu m'accuser d'une telle chose? Je ne dirai jamais rien de blessant à une enfant. Tu me connais mieux que ça. » Mais Léa a levé les yeux vers son père avec ses yeux remplis de larmes et a dit avec une clarté dévastatrice. Elle a dit que je n'étais pas à ma place à cause de maman. La pièce entière a inspiré comme un seul homme. Le masque de Monique s'est fissuré juste une seconde. Je l'ai vu, l'éclair de quelque chose de sombre et satisfait avant qu'elle ne le couvre avec plus de choc théâtral. C'est un mensonge, Julien. Ta fille ment et ta femme l'a coaché pour te monter contre moi. Julien a claqué les 2 paumes sur la table si fort que les assiettes en sont sautées. Son visage était devenu pâle, puis rouge, sa mâchoire serrée si fort que je pouvais voir le muscle tressaillir. « Réponds hâte-moi tout de suite, mère. »« Qu'as-tu dit à ma fille? » Sa chaise gisait sur le côté derrière lui. Toute la famille regardait dans une horreur figée. Je me suis agenouillée et j'ai tiré Léa dans mes bras. Elle tremblait, les larmes coulant sur son visage, son souffle venant par petits halètements. Je pouvais sentir son cœur martelé contre ma poitrine.
Chut, bébé, ça va. Tu n'as rien fait de mal. J'ai caressé ses cheveux, essayant de la réconforter, même si mes propres mains tremblaient de fureur. L'ornement gisait sur le sol entre nous et Monique. Certaines de ses perles éparpillées, le feutre froissé. Tout le travail minutieux de Léa, détruit en un moment cruel. Les paumes de Julien étaient toujours à plat sur la table, ses jointures peintes blanches. J'attendais pas une réponse, mère. Monique s'est redressée, agrippant son collier de perles, dans un geste que je l'avais vu utiliser 100 fois quand elle voulait jouer la martyre. « Comment oses-tu prendre ce ton avec moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tous les sacrifices que j'ai faits, tu vas croire ces mensonges plutôt que ta propre mère? » Elle m'a pointé du doigt comme si j'étais quelque chose de malade. « Ta femme t'empoisonne contre moi depuis le jour où tu l'as épousée. Ne vois-tu pas que qu'elle fait? Elle essaie de détruire cette famille. » J'ai tenu Léa plus fort, son visage enfoui dans mon épaule. Je pouvais sentir ses larmes tremper ma robe. « Monique, j'ai essayé de garder ma voix stable, mais elle tremblait malgré mes meilleurs efforts. Léa a 7 ans. Elle tremble. Elle ne ment pas. Dis-leur juste ce que tu as dit. » Le rire de Monique était tranchant et amer. Les enfants imitent les drames de leurs parents, Émilie. Peut-être que si tu n'étais pas si désespérée de jouer la victime tout le temps, ta fille ne serait pas si douée pour ça. Claire s'est levée de son siège, le visage pâle. « Maman, je t'ai entendue. J'étais juste là. Tu n'étais pas gentille. » Monique s'est retournée vers sa fille comme un serpent. « Reste en dehors de ça, Claire. Tu prends toujours son parti. Depuis qu'elle a épousé ton frère, tu es contre moi. »« Ce n'est pas vrai, et tu le sais. » a dit Claire doucement, mais sa voix vacillait. Léa s'est reculée de mon épaule juste assez pour me regarder, son visage taché et rouge. « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que mamie est fâchée parce que j'ai mal fait l'ornement? Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. »« Non, bébé. Non, tu l'as fait parfait. Ça ne te concerne pas. » J'ai lissé ses cheveux en arrière de son front, essayant de sourire, même si je voulais hurler. Julien a contourné la table vers sa mère, ses mouvements contrôlés, mais sa fureur palpable. « Si tu ne peux pas respecter ma femme et ma fille, nous partons tout de suite. » de suite. La voix de Monique s'était montée en un cri perçant. « Alors pars! Peut-être que si tu avais épousé Sophie comme tu aurais dû, nous ne serions pas dans ce pétrin. Sophie n'aurait pas détruit notre famille comme elle l'a fait. » Le nom est tombé comme une bombe. Julien a cessé de marcher. Tout son corps s'est immobilisé. Quand il a parlé, sa voix était glaciale. « Maman, Sophie m'a quittée. Elle m'a trompée avec mon meilleur ami. Tu le sais, arrête de réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde à n'importe quel délire dans lequel tu vis. » Des hoquets de surprise ont parcouru la famille. La sœur de Monique a mis une main sur sa bouche. L'oncle de Julien a bougé, mal à l'aise. Monique a bégayé. « C'est, tu n'as jamais prouvé qu'elle. C'était juste. » Mais quelque chose a fait clic dans ma tête, un schéma que j'avais vu mais jamais complètement connecté. Tous ces commentaires sur le fait que Léa ne ressemblait pas à Julien. Toutes ces questions pointues sur le moment exact où nous avions commencé à sortir ensemble. La façon dont Monique étudiait les traits de ma fille, comme si elle cherchait la preuve de quelque chose. « Tu racontes aux gens que Léa n'est pas de Julien, n'est-ce pas? » Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les arrêter. La pièce de fiesta est devenue si silencieuse que je pouvais entendre la musique de Noël jouer encore doucement en arrière-plan, d'une gaieté écœurante. Monique n'a rien dit. Son silence était plus fort que n'importe quel aveu. Le visage de Julien s'est vidé de toute couleur. « Maman, dis-moi que tu ne l'as pas fait. Toujours rien. Dis-le-moi. » Monique a levé le menton avec défi. J'ai le droit de protéger les intérêts de mon fils. « Oh mon Dieu! » Julien a passé ses 2 mains dans ses cheveux, faisant les 100 pas. « Oh mon Dieu, tu l'as vraiment fait. » Il s'est tourné vers moi et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la honte. Une honte profonde. Écrasante. « Émilie, je dois te dire quelque chose. » Mon estomac a chuté. « Quoi? » Il y a 3 ans, maman n'arrêtait pas d'insinuer des choses, disant que Léa ne ressemblait pas à notre famille, suggérant que peut-être tu avais. Et je savais que ce n'était pas vrai. Je savais que tu ne ferais jamais ça, mais elle ne voulait pas s'arrêter et je voulais juste lui prouver qu'elle avait tort une fois pour toutes. Alors il n'a pas pu finir la phrase.
Tu as fait un test de paternité? Ma voix sonnait creuse. Je suis tellement désolée. Je ne doutais pas de toi, je le jure. Je voulais juste qu'elle la ferme à ce sujet. Je voulais une preuve que je pourrais lui montrer pour qu'elle arrête. La trahison m'a frappée comme un coup physique. Pas parce qu'il doutait de moi, mais parce qu'il l'avait fait en secret, parce qu'il avait laissé sa mère enfoncer un coin entre nous dont je ne soupçonnais même pas l'existence. La pièce a éclaté en chuchotements. Les proches se sont tournés les uns vers les autres. Choqués, scandalisés, se régalant du drame. Léa était toujours dans mes bras, ne comprenant pas tout le poids de ce qui se passait, mais sachant que c'était grave. Si grave. Monique a regardé sa famille, leur visage choqué, et j'ai pu voir qu'elle réalisait qu'elle était allée trop loin. Elle était piégée, coincée par son propre venin. « Je l'ai faite pour votre bien. » Sa voix a craqué. Cet enfant ne nous ressemble pas. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Je vous protégeais de la vérité. Julien s'est agenouillé devant Léa, les yeux rougis. Il a doucement pris son visage dans ses mains. « Léa, regarde-moi, princesse. Tu es ma fille, ce qui veut dire que ta place est avec moi, avec nous. Mamie a tort. Tu comprends? Tu es exactement là où tu es censée être. » Léa a hoché la tête, les larmes coulant toujours. « Promise? » « Je le promets. » Il a embrassé son front et nous a attirés toutes les deux dans une étreinte. Par-dessus son épaule, j'ai vu Monique nous regarder. Son visage était redevenu froid, calculateur. Elle a lissé son pull, ajusté ses cheveux. « On verra bien, » a-t-elle dit doucement, presque pour elle-même. Mais je l'ai entendu, et le froid dans ses mots m'a glacé le sang. Julien a pris la décision rapidement. « On part maintenant. » J'ai porté Léa vers le couloir d'entrée, ses bras serrés autour de mon cou. Elle n'arrêtait pas de poser la même question encore et encore, brisant mon cœur un peu plus à chaque fois. « Pourquoi mamie ne m'aime pas, maman? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? »« Rien, bébé, tu n'as rien fait de mal. » J'ai embrassé le sommet de sa tête, respirant l'odeur de fraise de son shampoing, essayant de garder mon calme pour elle. Derrière nous, je pouvais entendre les membres de la famille murmurer, certains essayant d'approcher Julien, d'autres reculant comme s'ils ne voulaient pas être impliqués. Claire pleurait. Quelqu'un avait sorti son téléphone, envoyant probablement déjà des SMS à d'autres proches au sujet du désastre dont ils venaient d'être témoins. Nous étions presque à la porte quand j'ai entendu des pas derrière nous. « Émilie, tu penses que tu peux juste partir et m'embarrasser comme ça? » Sa voix était basse, dangereuse, complètement différente de la victime théâtrale qu'elle avait jouée pour la foule. « Je ferai en sorte que cette famille sache exactement quel genre de femme tu es, Émilie. » Je me suis retournée lentement, gardant le visage de Léa caché contre mon épaule pour qu'elle ne voie pas l'expression de sa grand-mère. Je n'ai rien fait d'autre qu'essayer de faire partie de cette famille, Monique. Elle s'est approchée et je pouvais sentir son parfum coûteux, voir la fureur à peine contenue derrière ses yeux. Et c'est plus fort. Son sourire était cruel, tranchant. Certains d'entre nous connaissent la vérité sur toi. Quelle vérité? De quoi parles-tu? Mais elle a juste souri plus largement et s'est éloignée, me laissant là avec un sentiment d'effroi s'installant dans mes os. Le trajet de retour a été silencieux, à l'exception du bruit du chauffage et des reniflements occasionnels de Léa. Julien agrippait le volant si fort que ses jointures étaient blanches comme des os, sa mâchoire se serrant et se desserrant. Je pouvais pratiquement entendre les pensées défiler dans sa tête. Sur le siège arrière, Léa s'était endormie, serrant toujours l'ornement froissé qu'elle avait fabriqué. Certaines des perles étaient tombées. Le feutre était plissé, mais elle s'y accrochait comme si c'était précieux. Quand nous sommes arrivés à la maison, Julien a porté Léa directement dans sa chambre. Je l'ai suivie, l'aidant à enlever ses chaussures et à la border sous sa couverture préférée. Elle a remué, mais ne s'est pas réveillée, épuisée d'avoir pleuré. « Papa ?» a-t-elle murmuré, à moitié endormie. « Je suis là, princesse. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma petite chérie. Tellement !» Nous sommes restés dans l'embrasure de sa porte pendant un long moment, la regardant dormir, tous les deux essayant de traiter ce qui venait de se passer. En bas, Julien s'est servi un verre, du whisky. Sec. Il ne buvait généralement pas d'alcool fort. « Tu aurais dû me le dire. »
Je me suis appuyée contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. Je sais. 3 ans, Julien. Tu m'as caché ça pendant 3 ans. Je pensais que si je l'ignorais, ça disparaîtrait. Il a ri amèrement. C'était stupide, hein? Assez stupide. Mais je l'ai dit sans colère. J'étais trop fatiguée pour être en colère. Il a posé son verre et m'a regardé, m'a vraiment regardé. Il y a autre chose que tu dois savoir. Mon estomac s'est serré. Quoi? Maman parle à la famille éloignée depuis des années, leur disant que tu m'as piégée, que j'étais encore amoureux de Sophie quand nous nous sommes rencontrés, que Léa a l'air suspecte. Elle plante des graines de doute dans notre dos depuis avant même notre mariage. Je me suis sentie malade. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je suis un idiot? Il a passé ses mains dans ses cheveux, parce que je pensais que si je continuais à te défendre, à la faire taire, elle finirait par abandonner. Je ne voulais pas te blesser avec son poison. Je voulais t'en protéger en gardant des secrets. En gardant des secrets, a-t-il admis, ce qui n'a clairement pas fonctionné. Mon téléphone a sonné. Claire, j'ai répondu en la mettant sur haut-parleur. Émilie, je suis tellement désolée. Sa voix était épaisse de larmes. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'aurais dû lui tenir tête. Ce n'est pas ta faute, Claire. Si, ça l'est. Je l'ai regardé faire ça à toutes les femmes avec qui Julien est sorti. Elle a saboté sa relation avec Sophie avant que Sophie ne le trompe. Elle a fait fuir sa petite amie à l'université. Elle fait ça depuis que papa est parti. La tête de Julien s'est relevée brusquement. Quoi? Maman empire. Elle est plus paranoïaque, plus obsédée par l'idée de te garder près d'elle. Après le divorce, elle a fait une sorte de fixation sur toi comme si tu étais la seule chose qui lui restait. C'était il y a 15 ans. Julien a dit « Je sais », mais elle ne l'a jamais traité, n'a jamais cherché d'aide et ça a empiré avec le temps. Claire a pris une respiration tremblante. Il y a autre chose que vous devez savoir. J'ai fermé les yeux, me préparant. Maman a une boîte dans sa chambre. Elle est pleine de choses sur Émilie. Des photos qu'elle a imprimées de Facebook, des captures d'écran de publications d'il y a des années, de vieilles photos que Julien a postées quand vous avez commencé à sortir ensemble. Elle les collectionne, comme des preuves. Des preuves de quoi? Ai-je demandé. Je ne sais pas, mais elle étiquette des choses, écrit des dates, fait des notes dans les marges. Ce n'est pas normal, les golesicottes. Je pense qu'elle prépare quelque chose. Après avoir raccroché, je me suis assise lourdement à la table de la cuisine, mes mains tremblantes. Elle est obsédée, ai-je dit doucement. Ce n'est pas juste de l'aversion ou de la jalousie. C'est quelque chose de plus profond. Julien s'est assis en face de moi, le visage hagard. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Nous sommes restés assis en silence, essayant tous les deux de traiter la révélation que ma belle-mère n'était pas juste méchante ou difficile. Elle était instable, obsédée par le contrôle de Julien et prête à détruire quiconque se mettait en travers de ce contrôle. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour trouver une enveloppe qui avait été glissée sous notre porte d'entrée. Pas de nom, pas d'adresse de retour, pas de cachet de la poste. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un message imprimé. Une mère protège son fils. Tu ne peux pas te cacher pour toujours. Mes mains sont devenues froides. J'ai regardé par la fenêtre avant notre rue de banlieue tranquille. Des voitures garées le long du trottoir, un voisin promenant son chien, tout était normal, mais quelqu'un avait été ici, dans la nuit, à notre porte. Julien a descendu les escaliers, a jeté un coup d'œil à mon visage et a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai tendu le mot. Son visage a pâli en le lisant, puis a rougi, puis a pâli à nouveau. On doit appeler la police et dire quoi? Quelqu'un nous a laissé un mot cryptique? Ils diront que c'est un conflit familial. Émilie, c'est une menace. Je sais. J'ai repris le mot, fixant les mots. La police était générique, du papier d'imprimante standard. Rien de traçable, mais le message était clair. Monique n'en avait pas fini avec nous. Loin de là, ce n'était pas fini. Cela ne faisait que commencer. J'ai regardé Julien et dans ses yeux, j'ai vu la même peur que je ressentais. Nous pensions que la confrontation à Noël était la fin. Mais nous avions tort. Ce n'était que le coup d'envoi d'une guerre que nous ne savions pas que nous menions. Et Monique détenait plus d'armes que nous ne l'avions jamais imaginé.
Je me suis réveillée le lendemain de Noël avec cette note menaçante brûlant encore dans mon esprit. Elle reposait sur ma table de nuit, là où je l'avais laissée. Ces mots me fixant dans la lumière matinale filtrant à travers les rideaux de notre chambre. Une mère protège son fils. Tu ne peux pas te cacher pour toujours. Julien était déjà levé. Je pouvais l'entendre en bas, la cafetière qui gargouillait, ses pas faisant les 100 pas sur le sol de la cuisine. Il avait à peine dormi. Moi non plus. Quand je suis descendue, il fixait son téléphone, la mâchoire serrée. « Qu'est-ce qu'il a ?» « Qu'est-ce qu'il y a ?» j'ai demandé, même si une partie de moi ne voulait pas savoir. 3 appels manqués de maman, 4 de l'oncle Richard. 6 SMS de divers cousins. Il a posé le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Ça commence. Qu'est-ce qui commence? La campagne. Il m'a regardé avec des yeux épuisés. Elle ne va pas lâcher l'affaire, Émilie. Tu le sais, n'est-ce pas? Je me suis versé du café avec des mains tremblantes. Je sais. Il m'a attiré dans une étreinte et nous sommes restés là dans notre cuisine à nous accrocher l'un à l'autre comme si nous nous préparions à un ouragan. Je dois aller vérifier des réparations à l'immeuble de bureau, a-t-il dit finalement. Une canalisation éclatée à cause du gel. Je serai de retour dans quelques heures. Après son départ, j'ai essayé de me concentrer sur des choses normales. J'ai fait à Léa des crêpes en forme de bonhomme de neige. Je l'ai aidée à choisir des vêtements pour la journée. J'ai suggéré que nous allions au magasin de loisirs créatifs pour acheter des fournitures pour un nouvel ornement, un que nous pourrions garder pour nous cette fois. Au magasin, Léa me tenait la main pendant que nous parcourions les allées de feutrines, de perles et de rubans. Elle semblait plus calme que d'habitude, plus effacée. La lumière dans ses yeux s'était tamisée. « Est-ce que mamie aimera le prochain que je ferai ?» a-t-elle demandé, tenant un paquet de perles argentées. Ma gorge s'est serrée. « Bébé, je pense que cette fois nous ferons des ornements juste pour nous, pour notre arbre à la maison. » Mais et si elle est encore fâchée? Elle n'est pas fâchée contre toi, ma chérie. Parfois, les adultes ont des problèmes qui n'ont rien à voir avec les enfants. Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Comment le pourrait-elle? Je le comprenais à peine moi-même. Nous étions dans la file d'attente quand je les ai remarquées. 2 femmes que je ne reconnaissais pas debout près du présentoir à magazine, me fixant. Quand j'ai croisé leurs regards, l'une d'elles s'est penchée vers l'autre et a chuchoté quelque chose. Les yeux de la 2e femme se sont écarquillés. Puis elles se sont éloignées précipitamment. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai senti mes genoux faiblir. 17 nouveaux messages, tous de la famille éloignée de Julien. Des gens que je connaissais à peine, des gens que je voyais 1 fois par an aux réunions de famille. J'ai ouvert le premier avec des doigts tremblants. « Est-ce vrai que tu as trompé Julien ?» Le 2e. « Monique a dit que ta fille n'est pas de lui. Qu'est-ce qui se passe ?» Le 3e. « Tu devrais avoir honte d'apporter le drame dans cette famille. Nous avons toujours su que quelque chose clochait chez toi. Message après message, accusation après accusation, tous soigneusement formulés, tous conçus pour paraître inquiets plutôt que cruels. Mais l'intention était claire. Monique avait frappé la première. Je me suis assise lourdement sur le canapé, faisant défiler les messages, chacun ressemblant à une gifle. Léa était dans sa chambre, à l'abri de ce poison. Mais pour combien de temps? Combien de temps avant que les enfants à l'école n'entendent quelque chose, avant que les enseignants ne me regardent différemment? Quand Julien est rentré à la maison 2 heures plus tard, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. « Ne réponds pas », ai-je dit. « C'est ma famille. Ils appellent parce que ta mère a répandu des mensonges. Regarde. » Je lui ai tendu mon téléphone. Son visage est passé de la confusion à la colère, puis à la dévastation en lisant les messages. Sa main s'est serrée autour du téléphone si fort que j'ai cru qu'il allait se fissurer. Elle dit à tout le monde que j'ai trompé, que Léa n'est pas de toi, que je te manipule depuis des années. Ma voix s'est brisée. Julien, elle essaye de me détruire. Il a appelé sa mère immédiatement. Je ne pouvais entendre que son côté de la conversation, mais le ton calme et satisfait de Monique transparaissait clairement, même de là où j'étais assise. « Qu'est-ce que c'est que tu leur as dit? » a exigé Julien. Sa voix faible mais audible a répondu. « La vérité, Julien. Juste la vérité. »« Léa, ma fille, » a demandé Julien. « Nous en avons déjà parlé.
Si ta femme est innocente, pourquoi les gens parlent-ils? Puis elle a raccroché. Julienne a fixé son téléphone, le visage pâle. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle ne s'arrêtera pas, ai-je chuchoté. Elle veut nous isoler. Elle veut que ta famille se retourne contre moi, pour que tu doives choisir. Et dans les deux cas, elle gagne. Qu'est-ce que tu veux dire dans les deux cas? Si tu me choisis, tu perds ta famille, et elle joue la victime, la pauvre mère dont le fils l'a abandonnée. Si tu les choisis, tu me perds, et elle obtient ce qu'elle voulait depuis le début. Toi, de retour sous son contrôle. Julien s'est affaissé sur le canapé à côté de moi. Je ne choisirai personne d'autre que toi et Léa, mais tu as raison. Elle utilise la manipulation et les commérages comme armes depuis des années. Je n'ai juste jamais réalisé à quel point ils étaient efficaces. Ce soir-là, après avoir mis Léa au lit avec des câlins supplémentaires et des rassurances, je rangeais la cuisine quand mon email a sonné. L'expéditeur était anonyme. L'objet disait « Vérité ». Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Chaque instinct hurlait de ne pas le faire, mais mon doigt cliquait déjà. L'email contenait une seule pièce jointe, une photo. C'était moi, assise dans un café du centre-ville en face d'un homme. La photo avait été recadrée pour la faire paraître intime, nos têtes proches l'une de l'autre, sa main visible sur la table près de la mienne. J'ai reconnu l'homme immédiatement. Grégoire de la comptabilité de mon ancien travail. Nous nous étions rencontrés pour un café il y a 6 mois pour discuter d'une référence professionnelle pour un poste auquel je postulais. Julien était au courant. Nous avions ri de la façon dont Grégoire avait été formel et maladroit. Mais sur cette photo, avec tout le reste recadré et l'angle soigneusement choisi, cela ressemblait à toute autre chose. Sous la photo, un message. Devrions-nous envoyer ceci à Julien ou préféreriez-vous lui dire vous-même? Mes mains se sont engourdies. Julien. Ma voix est sortie étranglée. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, a jeté un coup d'œil à mon visage et a été à mes côtés en un instant. Quoi? Qu'est-ce qui s'apipna? Va pas? Je lui ai montré l'email. Tout mon corps tremblant. Il a fixé la photo pendant un long moment, puis il a dit très doucement. C'est Grégoire de ton ancien travail. Tu l'as rencontré pour la lettre de recommandation. Oui, je sais. Je me souviens. Il m'a regardé et il n'y avait aucun doute dans ses yeux. Juste de la fureur. Elle met ça en scène. Elle crée des preuves là où il n'y en a pas. Elle a quelqu'un qui me suit, Julien, qui prend des photos, qui monte un dossier. La réalité nous a frappés tous les deux en même temps. Ce n'était pas juste des commérages. C'était systématique, calculé. Monique ne faisait pas que répandre des rumeurs. Elle construisait tout un faux récit complet avec des preuves fabriquées. Nous devons tout documenter, a dit Julien. Chaque message, chaque email, chaque menace. Nous avons besoin de nos propres preuves. Cette nuit-là, Claire s'est présentée à notre porte à l'improviste. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré et elle tremblait. « Je dois vous dire quelque chose », a-t-elle dit, entrant sans attendre d'invitation. « Et vous n'allez pas aimer ça ?» Nous nous sommes assis dans le salon et Claire a sorti son téléphone, faisant défiler quelque chose avant de le tendre à Julien. « Je suis allée chez maman aujourd'hui. Pendant qu'elle était à son club de lecture, j'ai trouvé la boîte dont je vous ai parlé. » Sur son téléphone, il y avait des photos, des dizaines, des images de la boîte d'Émilie. À l'intérieur se trouvaient des publications Facebook imprimées de mon profil, certaines remontant à 7 ans, des captures d'écran de conversation entre moi et Julien de l'époque, où nous commencions à sortir ensemble, ce qui signifiait que Monique avait d'une manière ou d'une autre accédé à ses comptes. Des photos de moi avec des collègues masculins, chacune marquée d'un point d'interrogation de l'écriture de Monique. Il y avait des chronologies, des organigrammes, des notes dans les marges, questionnant les dates, les lieux, les relations. Et là, au fond de la boîte, se trouvait un dossier étiqueté « Plan du Nouvel An ». « Qu'y a-t-il dans le dossier » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Je n'ai pas pu tout regarder. J'ai entendu sa voiture dans l'allée et j'ai dû partir, mais j'en ai vu assez. La voix de Claire tremblait. Elle prépare quelque chose de gros, quelque chose de public. Elle a mentionné vouloir que Julien voie la vraie Émilie avant la fin de l'année. Le réveillon du Nouvel An, a dit Julien. Elle organise sa fête annuelle. Vous ne pouvez pas y aller, a dit Claire avec urgence. Quoi qu'elle prépare, c'est fait pour vous humilier tous les deux, pour vous faire passer pour les méchants devant tout le monde.
Après le départ de Claire, Julien et moi sommes restés assis en silence. « Nous devons y aller », ai-je dit finalement. « Quoi? Pourquoi? » Parce que si on ne le fait pas, elle contrôle l'histoire. Elle dira à tout le monde qu'on n'est pas venu parce qu'on cache quelque chose. Elle nous peindra comme coupables. J'ai pris une profonde inspiration. Nous devons affronter tout ce qu'elle prépare de front. Julien m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que oui, mais j'étais fatiguée de fuir, fatiguée de me défendre contre des accusations invisibles. Si Monique voulait une confrontation, je lui en donnerais une à ses conditions devant des témoins où les mensonges seraient plus difficiles à maintenir. Le réveillon du Nouvel An est arrivé plus vite que je ne le voulais. Julien et moi avions passé les jours précédents à nous préparer, à tout documenter, à parler à un avocat de nos options, mais rien ne pouvait vraiment nous préparer à ce que Monique pourrait faire. Nous avions prévu une soirée tranquille à la maison. Léa était excitée de rester debout tard pour regarder le compte à rebours à la télé. Nous avions acheté du cidre pétillant et des chapeaux rigolos. J'avais fait ses biscuits préférés. À 19h, le téléphone de Julien a sonné. Sa tante Carole. « Julien, tu dois venir ici. Ta mère vient d'annoncer qu'elle a une annonce familiale importante à faire à propos de toi et Émilie. Tout le monde attend. Mon estomac a chuté. » Julien m'a regardé, le visage sombre. Elle le fait. Quoi qu'elle ait prévu, ça arrive maintenant. Nous avons pris une décision rapide. Léa resterait avec Claire, qui avait déjà accepté de la garder en sécurité loin de l'explosion qui s'annonçait. Nous irions à la fête de Monique, affronterions l'embuscade qu'elle avait préparée et finirions ça une fois pour toutes. Le trajet jusqu'à la maison de Monique semblait surréaliste. Les rues étaient décorées pour le Nouvel An. Les gens riaient dans leur jardin. Le monde célébrait et nous conduisions vers ce qui ressemblait à une exécution. Le manoir de Monique était illuminé comme un palais. Les voitures bordaient l'allée circulaire et débordaient sur la rue. À travers les fenêtres, je pouvais voir ce qui ressemblait à 50 personnes ou plus qui s'agitaient avec des coupes de champagne. Elle avait rassemblé un public. Quand nous sommes entrés, la conversation ne s'est pas arrêtée, mais elle a changé. Les voix ont baissé. Les yeux nous suivaient. Les gens chuchotaient entre eux derrière leurs mains. Monique est apparue en haut de l'escalier comme si elle faisait une entrée à un bal. Elle portait une robe argentée qui coûtait probablement plus que notre remboursement de prêt immobilier. Sa coiffure et son maquillage étaient parfaits. Elle ressemblait à une reine sur le point de s'adresser à ses sujets. Quand elle nous a vus, son sourire était du pur venin enveloppé de sucre. « Julien, Émilie, je suis si contente que vous ayez pu venir. » Elle a descendu les escaliers avec une grâce étudiée. En passant près de moi, elle s'est penchée et a chuchoté « Contente que tu aies pu venir pour ton dévoilement. » Les mots m'ont donné des frissons dans le dos. À exactement 20h01, Monique a tapoté une flûte de champagne avec un couteau. Le doux tintement a réduit la pièce au silence. Merci à tous d'être venus ce soir. Alors que nous nous préparons à accueillir une nouvelle année, je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair sur certains points, sur la femme qui a épousé mon fils. Mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Un écran de projection est descendu du plafond. Quelqu'un a tamisé les lumières. Julien a attrapé ma main. Quoi qu'il arrive, on l'affronte ensemble. La première image est apparue sur l'écran. Une photo de moi à l'université, lors d'une fête, tenant une bière et riant avec des amis. Innocent, normal, mais la façon dont Monique le racontait le rendait sordide. Voici Émilie à 21 ans. Remarquez la compagnie qu'elle fréquentait. Plus de photos, plus de récits tordus. Elle a montré des photos de mes réseaux sociaux soigneusement sélectionnés pour me faire paraître frivole, irresponsable, inappropriée. Elle a montré la photo recadrée de moi avec Grégoire, suggérant une liaison. Elle a montré des chronologies qui donnaient l'impression que j'étais tombée enceinte pour piéger Julien. Chaque image, chaque mensonge était présenté avec l'autorité d'un procureur, et la salle buvait ses paroles. Elle n'a épousé mon fils que pour son argent, a continué Monique, la voix tremblante d'une émotion fabriquée. Elle a planifié ça depuis le début. Et cet enfant, cette pauvre enfant, n'est même pas de lui. Éteins ça. La voix de Julien a retenti dans la pièce. Éteins ça tout de suite, mère. Mais Monique l'a ignoré, cliquant sur la diapositive suivante. J'ai des preuves, Julien.
Des preuves que tu dois voir, des preuves qui prouvent. Arrête ça, maman, c'est toi qui as menti. Claire a fait irruption par la porte d'entrée, les yeux écarquillés et à bout de souffle. Elle tenait un épais classeur. La pièce s'est figée. « Qu'est-ce que c'est que tu fais? » Le sang-froid de Monique s'est finalement brisé. Claire a marché jusqu'au devant de la salle et a ouvert le classeur. Ses mains tremblaient, mais sa voix était forte. « Tu veux parler de preuves? Parlons de vraies preuves. » Elle a brandi le premier document. Ceci est une lettre du docteur Dubois, datée d'il y a 5 ans. C'est une évaluation psychiatrique recommandant un traitement pour jalousie pathologique et pensée délirante pour toi, maman. Des hoquettes de surprise ont parcouru la foule. C'est privé, c'est confidentiel. Tu n'avais aucun droit. Monique a commencé à avancer vers Claire, mais Julien s'est interposé. Continue, a-t-il dit à sa sœur. La voix de Claire a craqué, mais elle a continué. Ceci est une page du journal du thérapeute de maman avec la permission de maman de la partager avec la famille si son comportement devenait dangereux. Ça documente son obsession de contrôler Julien. Sa conviction que chaque femme avec qui il sortait essayait de le lui voler. Elle a sorti plus de papier. Ce sont des captures d'écran de messages que maman a envoyés à Sophie avant qu'elle et Julien ne rompent. Des messages menaçant de ruiner sa carrière si elle ne le quittait pas. Des messages qui ont fait fuir Sophie bien avant qu'elle ne le trompe. La pièce était complètement silencieuse maintenant. On aurait pu entendre une mouche voler. « Maman, tu ne détestais pas seulement Émilie. Tu as saboté toutes les relations que Julien a jamais eues. » La voix de Claire s'est brisée. Tu as fait fuir sa petite amie à l'université en répandant des rumeurs selon lesquelles elle prenait de la drogue. Tu as détruit sa relation avec Camille en disant à ses parents que Julien était instable. Et tu as essayé de détruire Émilie de la même façon que tu as détruit toutes les autres. Le visage de Monique était devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. « Comment oses-tu? Je protège mon fils. »« De quoi? » a crié Claire. « D'être heureux? D'avoir une vie qui ne tourne pas autour de toi? C'est mon fils, pas le sien. » Le cri de Monique était primal, déséquilibré. Après que son père est parti, Julien était tout ce que j'avais, et elle me l'a pris. Le masque s'était finalement complètement brisé. La sœur de Monique s'est approchée d'elle, inquiète. « Monique, tu dois te calmer. » Mais Monique était au-delà du calme. Des années de façade soigneusement construites se sont effondrées en quelques secondes. Elle m'a pointé d'un doigt tremblant. Elle ne le mérite pas. Aucune d'elles ne le méritait. Julien est à moi, mon fils, mon garçon. Elles essayent toutes de le prendre, mais je ne les laisserai pas. Je ne le permettrai pas. Le visage de Julien était un masque de chagrin et d'horreur. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? » Monique s'est effondrée sur la chaise la plus proche, le souffle court, ses cheveux parfaitement coiffés tombant sur son visage. La matriarche puissante qui m'avait terrorisée pendant 7 ans semblait soudain petite, brisée, perdue. La salle a éclaté en murmures. Certaines personnes ont sorti leur téléphone. D'autres se sont dirigées vers la porte, mal à l'aise face à l'effondrement familial intime dont elles étaient témoins. Je suis restée figée, regardant ma belle-mère s'effondrer, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié, pas du pardon, pas l'absolution, mais de la pitié pour une femme tellement consumée par la peur de l'abandon qu'elle détruisait le bonheur de son propre fils encore et encore. Julien s'est agenouillé près de sa mère, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi, maman? Pourquoi ne pouvais-tu pas juste me laisser être heureux? » Mais Monique se balançait juste d'avant en arrière, marmonnant. « Mon garçon, ils prennent mon garçon. » Quelqu'un a appelé les pompiers. La sœur de Monique pensait qu'elle faisait peut-être une dépression nerveuse ou une crise de panique. Quand ils sont arrivés, ils ont essayé de l'évaluer, mais elle les a repoussés, hurlant que tout le monde l'avait trahi. « Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin de mon fils. Ils essaient tous de le prendre. » Les invités de la fête étaient pour la plupart partis à ce moment-là, partant en grappes gênées, jetant des regards en arrière avec des expressions allant de la sympathie au dégoût, en passant par une fascination malaisée. Demain, toute la famille serait au courant. D'ici la fin de la semaine, probablement tout le monde dans leur cercle social aurait entendu une version de ce qui s'était passé. Julien se tenait à l'écart, le visage cendré, regardant les ambulanciers essayer de parler à sa mère. Je voulais le réconforter, mais je ne savais pas comment.
Que dit-on quand quelqu'un regarde sa mère s'effondrer complètement? Claire s'est approchée de moi, les yeux rouges d'avoir pleuré. Je suis tellement désolée de ne pas avoir fait ça plus tôt. Tu l'as fait quand tu as pu, ai-je dit, le pensant vraiment. Ça a demandé du courage. Elle va me détester pour toujours. Peut-être, mais tu as fait la bonne chose. Après que les ambulanciers ont finalement convaincu Monique d'être évaluée à l'hôpital, après que la maison se soit vidée, après que le classeur de Claire soit resté sur la coûteuse table basse de Monique comme une preuve sur une scène de crime, Julien et moi sommes allés chercher Léa. Elle dormait sur le canapé de Claire, recroquevillée avec son lapin en peluche. Quand nous l'avons réveillée doucement, elle nous a regardés avec des yeux ensommeillés. « Est-ce que mamie s'est encore fâchée? » L'innocence de la question m'a brisé le cœur. « Mamie a besoin d'aide en ce moment, ma chérie, » a dit Julien doucement. « De l'aide d'adulte, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. » Léa l'a serré fort. « D'accord, papa. » À la maison, nous l'avons bordée dans son lit avec des baisers supplémentaires. Elle s'est rendormie presque immédiatement, en sécurité dans sa propre chambre, inconsciente de combien nous étions passés près de la destruction totale de la famille. En bas, Julien nous a versé du vin à tous les deux et nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Certains d'entre eux l'ont cru, ai-je dit finalement. Même après que Claire leur ait tout montré, je l'ai vu sur leur visage. Certains d'entre eux pensaient encore qu'il y avait peut-être du vrai dans ce qu'elle disait. Je sais que ta cousine Angèle est partie avant que Claire ait fini. L'oncle Richard ne voulait pas me regarder. Je sais, a répété Julien, la voix épaisse d'épuisement et de chagrin. Au cours des jours suivants, les retombées ont continué. Certains parents ont appelé pour s'excuser, la voix lourde de honte. Ils avaient cru au mensonge de Monique si facilement parce que, comme l'a dit une tante, ta mère a toujours été si bien mise, si convaincante. D'autres ont simplement disparu. Pas d'appel, pas de texto, pas de reconnaissance. Que ce soit par embarras ou par un doute persistant, nous ne le savions pas. Claire appelait quotidiennement pour donner des nouvelles. Monique avait été évaluée et libérée de l'hôpital, mais elle était loin d'aller bien. Elle refusait tout traitement, insistant sur le fait qu'elle était la victime dans tout ça. Elle avait commencé à envoyer des messages décousus aux membres de la famille depuis son téléphone. De longs textos affirmant qu'Émilie avait lavé le cerveau de Julien, que Claire l'avait trahi, que toute la famille s'était retournée contre elle. Puis est venu l'appel que je redoutais. « Madame Émilie, c'est monsieur le directeur de l'école de Léa. » Mon estomac a chuté. Est-ce que Léa va bien? Elle va bien, mais je dois vous parler de quelque chose d'inquiétant. Quelqu'un a contacté notre bureau prétendant être la grand-mère de Léa. Elle a dit que vous étiez un parent inapte et a demandé que nous surveillions la situation. Ma vision s'est assombrie sur les bords. Quoi? Je tiens à vous assurer que nous prenons de telles allégations au sérieux, mais nous les vérifions aussi. J'ai examiné le dossier de Léa. C'est une enfant heureuse et bien adaptée, mais je voulais vous informer que cet appel a été passé. Après avoir raccroché, je ne pouvais plus respirer. Monique s'en était prise à ma fille à l'école, avait essayé de semer le doute chez ses professeurs, son directeur. La réponse de Julien a été immédiate. On prend un avocat aujourd'hui. L'avocate, une femme vive nommée Maître Durand, a tout écouté avec une expression neutre. Quand nous avons fini, elle s'est adossée à sa chaise. C'est du harcèlement, possiblement de la diffamation, et le contact avec l'école pourrait être vu comme une tentative d'interférer avec vos droits parentaux. Elle a pris des notes sur son bloc-notes. Je recommande de tout documenter à partir de maintenant. Chaque message, chaque appel, chaque contact qu'elle établit avec des tiers à votre sujet. Et si elle ne s'arrête pas, ai-je demandé, alors nous poursuivrons des recours juridiques, une ordonnance de protection, une mise en demeure. Nous avons des options. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle savait, tout comme nous, que les options juridiques ne réparaient pas les blessures familiales. Elle ne faisait qu'officialiser les dégâts. Cette nuit-là, Julien a craqué. Nous étions couchés au lit et soudain j'ai senti ses épaules trembler. « Je ne sais pas comment la sauver », a-t-il chuchoté. Je l'ai tenu pendant qu'il pleurait pour la mère qu'il pensait avoir, celle qui s'était cachée sous des couches de manipulation et d'obsession. Il a pleuré pour les années de relations sabotées, pour la douleur qu'elle avait causée, pour l'avenir qui s'effritait. « Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse de voir la vérité, » ai-je dit doucement. « Mais tu peux nous protéger. Tu peux protéger Léa. Et si je faisais le mauvais choix?
Tu ne choisis pas entre nous et elle, Julien. Tu choisis la réalité sur le délire, la santé sur la maladie. » Il m'a tenu plus fort, et nous sommes restés là dans le noir, tous les deux en deuil pour des raisons différentes. Une semaine plus tard, un officier de police a frappé à notre porte. Julien a ouvert pendant que je regardais depuis le salon. Mon cœur dans la gorge. L'officier lui a tendu un document. « Monsieur Julien ? Oui, vous avez été signifié. » Après le départ de l'officier, Julien a fixé les papiers dans sa main. Son visage était devenu complètement blanc. « Elle nous poursuit pour les droits de visite des grands-parents. » Sa voix était creuse. « Elle prétend que tu es une mère inapte et que Léa a besoin de l'influence de sa grand-mère. » La pièce a tourné. J'ai attrapé le dossier du canapé pour me stabiliser. « Elle fait vraiment ça, » ai-je chuchoté. « Elle nous traîne en justice. » Le bureau de Maître Durand était au centre-ville, au 14e étage d'un immeuble qui sentait le cuir et les vieux livres. Nous nous sommes assis en face de son bureau pendant qu'elle examinait la pétition de Monique pour les droits de visite. « C'est sérieux, » a dit Maître Durand, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. Même si ces réclamations sont clairement des représailles et ces accusations sans fondement, le tribunal doit les examiner. Ils prennent les affaires de droit des grands-parents très au sérieux, surtout lorsque des problèmes de santé mentale ou de sécurité sont soulevés. « Mais elle ment, » ai-je dit, ma voix craquant. « Tout ce qu'elle dit est un mensonge. »« Je sais, et nous allons le prouver. » Maître Durand a sorti un dossier déjà épais de documents. Mais je dois vous faire comprendre que ce sera difficile. Les tribunaux hésitent à couper complètement les ponts avec les grands-parents à moins qu'il n'y ait une preuve claire de préjudice. Julien s'est penché en avant. L'incident de Noël, quand elle a dit à Léa qu'elle n'était pas à sa place, c'est un préjudice. Ça l'est et nous l'utiliserons avec tout le reste. Maître Durand m'a regardé. « Émilie, j'ai besoin que vous rassembliez chaque preuve que vous avez. Chaque SMS, chaque email, chaque message vocal, la note anonyme, la photo manipulée, toutes. » Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons monté notre dossier. Claire a apporté son classeur de documentation sur la santé mentale de Monique et les notes de thérapie. Nous avons compilé une chronologie du harcèlement. Nous avons rassemblé des témoins de moralité, des gens qui avaient vu le comportement de Monique de première main. La nuit avant l'audience, je ne pouvais pas dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Léa, à ce que cela lui ferait si Monique gagnait, au fait de devoir envoyer ma fille aux soins de cette femme, sachant quel poison elle verserait dans ses oreilles. Julien m'a trouvée à 3h du matin, assise dans l'embrasure de la porte de Léa, la regardant dormir. « On va gagner, » a-t-il chuchoté. « Tu ne le sais pas? » « Si, je le sais, parce que nous avons la vérité et que la vérité compte. » Je voulais le croire. Le palais de justice était intimidant. Des sols en marbre froid, de hauts plafonds, le genre d'endroit où les chuchotements résonnaient. Nous nous sommes assis à l'extérieur de la salle d'audience, sur des bancs en bois dur en attendant. Monique est arrivée avec son propre avocat, un homme à l'air sévère dans un costume coûteux. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, le visage tiré, son maquillage incapable de cacher les cernes sous ses yeux. Mais quand elle nous a vus, son expression s'est durcie en quelque chose de froid et déterminé. À l'intérieur de la salle d'audience, le juge était une femme dans la cinquantaine avec des yeux gentils et une attitude pragmatique. Elle a examiné les documents pendant que nous attendions, le silence brisé seulement par le grattement de son stylo et le bruissement des papiers. « Madame Monique, » s'est-elle adressée à elle, « vous demandez des droits de visite avec votre petite fille, prétendant que sa mère est inapte. Est-ce correct? »« Oui, votre honneur. » La voix de Monique était stable, entraînée. Mon fils a été manipulé par sa femme. L'enfant, Léa, est élevée dans un environnement instable. Elle a besoin des conseils de sa grand-mère. Pouvez-vous fournir des exemples spécifiques de cette instabilité? L'avocat de Monique s'est levé. Votre honneur, nous avons des documents prouvant que Madame Émilie a eu un comportement inapproprié, a isolé la famille et a porté de fausses accusations contre ma cliente. Maître Durand s'est levé avec fluidité. Votre honneur, puis-je? Le juge a hoché la tête. Ce que nous avons ici n'est pas un cas d'inaptitude parentale, mais un modèle de harcèlement et de délire de la part de la requérante. Madame Monique a un historique documenté de jalousie pathologique, a saboté les relations de son fils à plusieurs reprises et s'est engagée dans une campagne systématique pour détruire la réputation de sa belle-fille. Elle a exposé les preuves méthodiquement. L'incident de Noël, les menaces anonymes, les photos manipulées, les SMS, les
les appels à l'école de Léa, la documentation psychiatrique de Claire. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai marché jusqu'à la barre avec les jambes tremblantes. J'ai juré de dire la vérité et je me suis assise face au juge tout en étant très consciente des yeux de Monique qui me perçaient. Maître Durand m'a demandé de décrire l'incident de Noël. J'ai pris une respiration et j'ai raconté l'histoire de l'ornement de Léa, de la cruauté chuchotée de Monique, du chagrin de ma fille. « Pouvez-vous décrire l'état émotionnel de Léa après cet incident ?» a demandé Maître Durand. Elle s'est endormie en pleurant ce soir-là. Elle n'arrêtait pas de demander ce qu'elle avait fait de mal. Pourquoi sa grand-mère ne l'aimait pas? Ma voix s'est brisée. Elle a 7 ans. Elle ne devrait pas avoir à sentir qu'elle n'a pas sa place dans sa propre famille. L'avocat de Monique a essayé de me discréditer pendant le contre-interrogatoire, suggérant que j'avais coaché Léa, que j'exagérais, que j'étais celle qui empoisonnait la relation, mais je suis restée calme et j'ai dit la vérité. Puis Claire a témoigné. Elle a décrit des années à regarder sa mère saboter les relations de Julien. Elle a présenté la documentation des problèmes de santé mentale non traités de Monique. Sa voix tremblait quand elle a dit « Ma mère a besoin d'aide, d'une aide professionnelle, pas d'un accès à une enfant qu'elle a déjà blessée. » La salle d'audience était silencieuse. L'avocat de Monique l'a appelée à la barre. Elle a témoigné qu'elle aimait sa petite fille, qu'elle n'avait jamais voulu blesser personne, qu'elle essayait juste de protéger son fils d'une femme qui l'avait piégé. « Madame Monique, » a interrompu le juge, « avez-vous ou non dit à votre petite fille de 7 ans qu'elle n'avait pas sa place dans la famille? » Le sang-froid de Monique a vacillé. C'était sorti de son contexte. J'étais contrariée. Émilie avait été. C'est une question par oui ou par non. Le silence s'est étiré. Puis très doucement, oui, mais je ne voulais pas dire. Le juge a levé la main. Avez-vous contacté l'école de l'enfant en prétendant que sa mère était inapte? J'étais inquiète pour son bien-être. Oui ou non? Oui. Avez-vous envoyé des messages anonymes et menaçants à votre fils et votre belle-fille? Le visage de Monique a rougi. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Madame Monique, j'ai examiné toutes les preuves. Le schéma ici est clair. Le juge a enlevé ses lunettes. Cette pétition ne concerne pas une grand-mère cherchant une relation avec son petit-enfant. Cela concerne le contrôle. Et quand vous n'avez pas pu contrôler les choix de votre fils, vous avez tenté de détruire la réputation de sa femme et d'interférer avec leur famille. Monique s'est levée soudainement. « C'est mon fils. Elle me l'a pris. Cet enfant ne nous ressemble même pas. J'ai le droit de connaître la vérité. Madame, asseyez-vous, » a dit fermement le juge. Mais Monique ne s'est pas assise. Elle m'a pointé du doigt, la voix s'élevant. « Tu as volé mon fils. Tu l'as monté contre moi. Tout allait bien jusqu'à ce que tu arrives. » La sécurité s'est dirigée vers elle. Julien s'est à moitié levé de son siège. « Tu n'es pas apte à élever cet enfant. Elle a besoin de moi. »« Julien a besoin de moi. Tu ne peux pas me les prendre. »« Faites-la sortir de ma salle d'audience, » a ordonné le juge. Alors que la sécurité escortait Monique dehors, hurlant toujours, j'ai senti tout mon corps trembler. Pas de peur, mais du relâchement de ces années de pression, de retenue, de politesse face à la cruauté. Le juge a attendu que la salle d'audience se calme. Puis elle a parlé. « J'ordonne une évaluation psychiatrique complète de Madame Monique. Jusqu'à ce que cette évaluation soit terminée et qu'un traitement approprié soit poursuivi, cette pétition est refusée. De plus, j'accorde une ordonnance de protection empêchant Madame Monique de contacter l'enfant mineur ou la mère de l'enfant. » Elle a regardé Julien. « Monsieur, je suggère fortement que votre mère reçoive de l'aide, de la vraie aide. Ce dont j'ai été témoin aujourd'hui suggère quelqu'un en grande détresse psychologique. » À l'extérieur du palais de justice, Léa a couru dans nos bras. Claire l'avait surveillée dans le couloir, la gardant loin du drame. « On est tranquille maintenant, papa ?» a demandé Léa, son petit visage pressé contre la chemise de Julien. Julien l'a soulevée, la serrant fort. « Oui, bébé, on est en sécurité maintenant. » Léa m'a regardé par-dessus son épaule. « Est-ce que ça veut dire que mamie ne sera plus méchante? »« Mamie ne sera pas là pendant un moment, » ai-je dit doucement. « Elle doit travailler sur elle-même. »« D'accord. » Elle a accepté cela avec la simplicité de l'enfance. Passant déjà à autre chose. « On peut avoir une glace ?» Nous avons ri, le son presque hystérique de soulagement.
3 semaines plus tard, nous avons appris par Claire que Monique s'était volontairement inscrite dans un établissement de traitement. Que ce soit une véritable reconnaissance de ses problèmes ou juste une tentative de bien paraître pour de futures procédures judiciaires, nous ne le savions pas. Claire lui rendait visite régulièrement. Julien a choisi d'attendre pour se donner de l'espace pour guérir des années de manipulation. Il a écrit à sa mère une lettre soigneusement rédigée avec l'aide de Maître Durand, expliquant qu'il l'aimait, mais qu'il ne pouvait pas avoir de relation avec elle tant qu'elle n'aurait pas réglé ses problèmes de santé mentale et accepté la responsabilité de ses actes. Nous ne savions pas si elle la lirait jamais, ou si elle la comprendrait, ou si elle changerait vraiment un jour, mais c'était son voyage maintenant, pas le nôtre. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. Les arbres de notre jardin ont bourgeonné de rose et de blanc, et Léa passait des heures dehors à attraper des papillons et à faire des maisons de fées avec des brindilles et de la mousse. Un samedi matin, elle a demandé si nous pouvions décorer notre propre arbre. Un arbre? Ce n'est pas Noël, ma chérie. Pas un sapin de Noël, maman. Un arbre généalogique où on peut accrocher des choses qu'on fait juste pour nous. Alors nous l'avons fait. Nous avons trouvé un petit arbre artificiel dans un magasin de loisirs créatifs et l'avons installé dans notre salon. Léa a fait des ornements, des douzaines, chacun pailleté et imparfait et magnifique. Le premier qu'elle a accroché était en feutre rouge avec des perles de verre, le remplaçant de celui que Monique avait rejeté. « C'est pour notre famille », a-t-elle annoncé, « parce qu'on est en sécurité ici. » Je l'ai serré fort, respirant son shampoing à la fraise, sentant le poids des derniers mois commencer enfin à se lever. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et peignait notre salon d'or, Julien est arrivé derrière moi pendant que je faisais la vaisselle. Il a enroulé ses bras autour de ma taille et a posé son menton sur mon épaule. « Merci », a-t-il chuchoté. « Pourquoi ?»« Pour avoir protégé notre famille, pour avoir été forte quand je ne pouvais pas l'être, pour t'être battue pour nous. » Il m'a retourné pour me faire face. « Nous sommes enfin libres, Émilie, vraiment libres. » J'ai regardé par-dessus lui vers Léa, dansant autour de son arbre généalogique, chantant pour elle-même, heureuse et en sécurité et aimée. « Oui, ai-je dit, nous le sommes. » La caméra s'éloigne lentement, montrant notre maison à travers la fenêtre, une lumière chaude se déversant sur la pelouse. Une famille guérie, pas indemne, mais plus forte pour avoir survécu. La longue ombre de l'obsession de Monique reculant enfin, remplacée par quelque chose de mieux. L'espoir, la paix, la liberté, et dans le salon, l'ornement fait main d'une petite fille capturant les derniers rayons du soleil, tournant lentement, parfaitement imparfait. Enfin, à la maison.